Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de 7-8 le débat. Ce soir, nous parlerons du revenu universel avec cette question: faut-il distribuer à tous les citoyens d'un même pays un revenu à vie ? Alors, on trouve l'origine de cette idée chez les penseurs humanistes de la Renaissance et aujourd'hui le concept prend de plus en plus de place dans le discours public, notamment comme solution pour éradiquer la pauvreté. Si le sujet passionne, c'est sans doute parce qu'il dépasse le clivage gauche-droite. Des politiques de bords très différents soutiennent en effet la mesure, des socialistes comme Benoît Hamon au Parti démocrate chrétien pour des raisons différentes, certes, nous le verrons, et c'est une des mesures phares de la prochaine présidentielle. Alors, est-ce une bonne idée ? Dans quelles conditions serait-il intéressant de le mettre en place ? Doit-il remplacer les aides existantes ? Enfin, quel coût pour les finances publiques ? Des questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir. Avec nous pour en débattre, Jean-Michel Forgous, maire Les Républicains d'Elancourt, et Marc de Basquiat. Vous êtes économiste et président de l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence et vous avez également, je crois, participé à la fondation du Mouvement français pour un revenu de base. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. L'idée d'un revenu universel ne date pas d'hier, Marc de Basquiat. On en trouve déjà mention dans l'ouvrage L'Utopie de Thomas More, ensuite dans La justice agraire de l'anglais Thomas Paine et plus récemment l'économiste Milton Friedman en avait parlé. L'idée donc qui refait surface aujourd'hui a en fait déjà effleuré de nombreux esprits. C'est une idée effectivement très ancienne. Alors quand on parle de Thomas More, c'est un petit peu ancien. Et la manière dont il est formulé était tellement loin de nos préoccupations que je pense qu'on peut passer un peu à côté. Mais néanmoins, Thomas Paine est plus intéressant. Thomas Paine, c'était donc un révolutionnaire, un Anglais, qui a fait la Révolution américaine, puis la Révolution française, vous voyez un petit peu, quelqu'un de très éclectique, et qui a effectivement expliqué que du fait de la mise sous propriété privée des terres, beaucoup de personnes n'avaient plus les moyens d'accéder directement à la terre qui permettrait de les nourrir. Et donc, pour lui, c'était la justification du fait qu'il fallait donner une compensation qui permettait à chacun d'avoir de quoi se nourrir au minimum, du fait qu'on n'a plus accès à la terre. Ça, c'était vraiment la première justification. Thomas Paine, 1795. Ensuite, beaucoup de choses ont été dites. Et si on veut essayer de clarifier un peu les choses, on peut dire qu'il y a trois grandes familles de pensée. Trois grandes familles de pensée sur cette idée d'un revenu universel, qui sont d'une part les égalitaristes, ceux qui veulent vraiment avoir une plus grande égalité entre les personnes. Ça, c'est une approche, je dirais, de gauche, très, très clairement. Ensuite, une approche plus sur la liberté. Là, vous avez des libéraux de droite ou de gauche qui nous disent « Attendez, si les gens doivent être actifs dans la société, s'ils doivent entreprendre, s'ils doivent prendre un boulot, s'ils doivent s'occuper de leurs enfants, il faut qu'ils aient au minimum de quoi se nourrir. S'ils n'ont pas de quoi se nourrir, ils ne peuvent pas être vraiment libres. » Donc là, cette notion d'avoir la recherche d'une réelle liberté. Et troisième groupe de pensée ? Et troisième groupe de pensée, c'est la fraternité. Les gens qui nous disent, oui, ça divise la République française, hein. La fraternité qui dit, les personnes qui sont dans le dénuement, les pauvres, les personnes en difficulté, il faut avoir un regard par rapport à elles. Et donc, il faut une sollicitude particulière. Et donc ça, c'est plutôt ce qu'on voit chez les chrétiens, les catholiques, chez les francs-maçons également. Voilà. Donc vous avez vraiment une diversité de regards sur cette question du revenu universel qui rend les choses un peu compliquées. C'est comme vous parlez avec une personne, qu'elle soit de gauche ou de droite ou de certains aspects, elle vous parlez de sa manière à elle, parfois ça va vous énerver, alors que finalement, le mécanisme plus concret, technique, peut-être est le même pour les deux. C'est assez surprenant. On verra les différences plus tard. Jean-Michel Forgous, vous voyez le fil de l'histoire, finalement, est-ce que vous ne vous retrouveriez pas dans un de ces groupes de pensée ? Mais écoutez, moi, vous savez, je regarde, je suis à Montreuil, vous savez, chez les communistes. Là, les communistes, c'est fabuleux le communisme, c'est très beau. Ils vous présentent un modèle parfait de société. Alors quand ils arrivent au pouvoir, bien sûr, comme ils voient que c'est pas facile, ils commencent d'abord à enfermer, torturer et tuer tous les gens qui n'adhèrent pas au modèle parfait. Hein. Et quand ils ont quand même tué 100 millions de personnes sur cette planète, bon, après, ils passent à la deuxième phase, qui est donc de construire ce fameux modèle parfait. Et là, en général, c'est une catastrophe. Le pays est ruiné, les élites sont soit en prison, soit à la morgue, soit parties du pays. Donc, vous voyez, c'est une forme de
on veut aller contre, le communisme lutte contre le fait qu'il y en a un qui a plus d'idées, qui veut travailler plus, quelle que soit son origine d'ailleurs, hein. Et on veut lui donner un peu la même chose que celui qui n'a pas ce goût au travail, qui n'est pas innovant, qui n'est pas responsable. Voilà. Donc attention, dans ce pays, on est toujours dans un débat de ce type-là. Ça, c'est du débat répartitionniste. Les Français aujourd'hui attendent un débat sur comment on produit la richesse. Et on continue, et on continue, et on continue. On revient à nouveau dans le socialisme qui dit on va parler de redistribution, on va modifier de répartition. Jamais pas un mot sur comment on va avoir de nouvelles recettes. On a besoin de nouvelles recettes pour redistribuer. Attention, mais d'abord, parce parlons que des choses. le candidat que vous soutenez à la présidentielle propose, lui, une sorte de revenu universel. C'est autre chose. Ce n'est pas un revenu, c'est simplement... il y a des tas d'allocations, des minima sociaux, des aides au logement, des aides... et donc, c'est de concaténer, comme on dit tout cela, de les rassembler et d'en faire une allocation sociale unique. Ça n'a rien à voir avec le fait de donner un revenu déconnecté de l'entreprise. Vous imaginez, mais les marxistes, d'ailleurs, M. Benoît Hamon a foncé là-dedans, on va pouvoir couper le lien entre le travail et l'entreprise. Il y a aussi le Parti chrétien-démocrate, il y a d'autres sensibilités de droite qui soutiennent le revenu universel, et ce ne sont pas des marxistes. Vous savez, il y avait des gens de chez nous qui avaient soutenu les 35 heures, ça a été une catastrophe, ça coûte 25 milliards par an depuis 2000, on en est à 400 milliards de dettes supplémentaires, et on a plus de 6 millions de chômeurs. Et ça devait résoudre le problème du chômage. Donc vous savez, les modèles théoriques, on connaît. Moi, vous savez, il n'y a rien de pire dont je me méfie que de ces grands modèles théoriques qui, comme les communistes, la société parfaite. Alors, Marc de Basquiat, pardonnez-moi, Oui. le revenu universel, une idée marxiste? Pas vraiment. Alors, si, c'est pas le marxiste. C'est-à-dire que dans les... Comme je donnais ces trois familles de pensée, donc les égalitaristes qui sont en général marxistes, effectivement, les libéraux qui peuvent être marxistes ou pas, qui peuvent être des libéraux de droite, des libéraux de gauche, absolument de tout. Et vous avez ensuite la fraternité. Et là, ce n'est pas une question de marxisme. Hein. Donc, si vous voulez, c'est ça qui rend la chose très compliquée parce que c'est un sujet qui est très facile à caricaturer. Elle a fait une très belle caricature. C'est facile de caricaturer. De dire que ça, c'est communiste, c'est extrêmement simple, effectivement. On va mettre en commun des ressources pour que tout le monde ait de quoi être debout. C'est beau. C'est beau. Donc, c'est forcément communiste. Donc, c'est forcément Staline. Donc, c'est forcément le goulag. Ça s'appelle une caricature, c'est un peu ridicule. Mais je pense qu'il faut arriver à dépasser ce débat. Si on reste là-dedans, effectivement, c'est un peu triste, un peu pauvre. Vous voyez bien. Donc, le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est de dire que pour que les personnes soient en état de fonctionner, qu'une personne physique, un être vivant, soit en état de fonctionner, il faut qu'elle soit nourrie. Il faut qu'elle soit habillée. Il faut qu'elle ait un toit pour vivre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. Il faut qu'elle ait de quoi se soigner. Dans une civilisation, il faut aussi qu'elle ait de quoi être éduquée également. Ça, ce sont les fonctions de base d'un État digne de ce nom. Et l'idée, c'est de fournir les moyens à tout citoyen de pouvoir subvenir à ses besoins vitaux. Et les fournir de manière efficace. Ça fait des décennies qu'on bricole, on ajoute du RSA par-ci, de l'AH par-là, du ci, du ça en permanence. Ce n'est pas efficace. Il faut repenser les choses. Justement, une première idée chez les défenseurs de ce revenu universel, et notamment à droite, ça permettrait de rationaliser les aides sociales. Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de minima sociaux, vous l'avez dit, le RSA, l'allocation de solidarité spécifique, etc. Donc ça, c'est quand même une première idée forte qu'on retrouve à gauche et à droite. Oui, c'est l'allocation de simplifier les aides sociales, et de fixer un plafond qui montre bien que attendre les allocations n'est pas plus rentable que de travailler. Donc bien sûr qu'il faut fixer une règle, c'est ce que propose Fillon. Maintenant, c'est pour ça que notre ami pose des choses sur lesquelles on peut réfléchir, mais à ne pas céder à ce revenu de dire vous pouvez avoir un revenu minimum, je crois que M. Hamon le porte entre 750 € et 1 000 €, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de travailler. Le rêve de l'extrême gauche, c'est de couper le lien entre le travail et l'entreprise, et entre le salaire et le travail dans l'entreprise. Ça, c'est mortel, et on revient à la logique communiste. Je ne dis pas qu'on vous allez envoyer les gens au goulag, je dis simplement que culturellement, on retrouve la même dialectique, c'est que le monde du travail est négatif, c'est une valeur négative, il faut donner un salaire sans passer par le travail, sans passer par la case travail. Alors, pour un handicapé, c'est normal. Pour quelqu'un qui est touché momentanément par un malheur, c'est normal.
Vous voyez, mais de présenter ça pour tous les Français, et en plus on sera le seul pays au monde, parce que je regarde qu'en Alaska, ça avait été testé en 82. On va en parler juste après. Il faut voir ce qui s'est fait déjà. Marc de Basquiat, avec 700 €, on ne peut pas véritablement vivre. Hein, donc c'est quand même pensé par certains comme un revenu complémentaire plutôt qu'un revenu d'existence. Alors, sur le montant, il faut être extrêmement précis. Et donc, merci de citer donc, la proposition qui est en train d'évoquer d'un revenu à 800 ou 1000 €, qui est effectivement une aberration. Pourquoi? Dans votre thèse, vous aviez proposé 382 €, si je n'abuse. Histoire. Ça date de 2011. De 2011, Vous voilà. avez lu ma thèse de 2011, bravo, 300 pages. Non, mais si on regarde aujourd'hui, proposer 800 ou 1000 €, c'est quelque chose qui est effectivement destructeur de l'économie, parce qu'effectivement, là, on va emplafonner le niveau de revenu de quelqu'un qui travaille. Donc là, on a introduit une désincitation au travail qui est massive. Donc évidemment, je suis totalement d'accord avec M. Fourgous, c'est inacceptable. C'est une idée loufoque. Et à tel point que le Sénat, qui a fait un travail assez important sur le sujet, avec ce beau rapport sur le revenu de base de l'utopie à l'expérimentation, le Sénat a justement écarté toutes ces idées loufoques, disant voilà, ces idées de donner des montants qui permettraient de ne pas travailler, ça n'a aucun sens. C'est stupide. Et le Sénat, ce travail a été fait par des sénateurs de droite, de gauche, des écologistes, même des communistes. Voilà, alors, donc, quelle juste somme? Donc voilà, il faut commencer déjà par écarter un peu toutes ces idées qui circulent, effectivement, qui sont des idées fantaisistes, de 800 €, c'est totalement fantaisiste. Mais pour contre, il faut plutôt se repérer par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui n'a pas de ressources, qui est vraiment dans le dénuement, il va demander le RSA. Le RSA, c'est 535 €. C'est 472 €. Ah. Car il faut toujours, quasiment toujours... Qu'on ne peut plus payer, vous êtes au courant, dans les conseils départementaux. On va y arriver. Ces 472 €, c'est ce que touche vraiment la personne. Et à côté de ça, il y a une aide au logement, une sorte de forfait logement. Donc le montant réel du RSA, c'est 470 €. Pour 2016, le montant que je propose, je dirais en continuité du système actuel, c'est 480 €. Ça peut être plus. Pour le revenu universel. Pour l'universel. Mais à côté de ça, bien entendu, il faut aider les gens à se loger. À 480 €, à Elancourt, à Versailles ou à Paris, on se loge pas, on a du mal à se loger et à se nourrir en même temps, à ce prix-là. Donc il faut que les gens aient le moyen de se loger. Une fois que quelqu'un est logé, ça donne 480 €, ça veut dire 16 € par jour pour se nourrir, s'habiller, payer son forfait téléphonique et ce genre de choses. Bon, c'est pas une vie fantastique, mais on survit. Et là, moi je dis que dans un pays comme le nôtre, qui a le niveau de richesse que nous connaissons, nous pouvons tout à fait assurer cela. Et assurer ça à tout le monde, ce n'est pas dire, attendez, vous méritez, vous êtes ci, vous êtes ça, on va vous l'aider. Non, c'est tout le monde doit l'avoir. Et pour que tout le monde l'ait, c'est une réforme fiscale qu'il faut faire. Jean-Michel Fourgous, mais alors, 480 € à tout le monde. Qu'est-ce que vous allez dire à votre banquier? Non, mais les minima sociaux, ça existe, tout le monde est pour. Bon, encore qu'il faut fixer des règles, bien sûr, hein, mais qu'est-ce que vous allez dire à votre banquier, là? Vous avez... ça coûte 300 milliards, quand même, votre proposition. Les estimations varient. Entre 300 et 700 milliards. On verra après pour le financement. Selon même un think tank socialiste. 300 milliards. 300 milliards, vous savez ce que c'est que 300 milliards? Est-ce que les Français savent ce que c'est? C'est l'ensemble des retraites. C'est d'une part l'ensemble des retraites, mais c'est aussi l'ensemble des recettes fiscales de l'État français. C'est-à-dire l'ensemble des impôts. C'est-à-dire le budget de l'État, c'est 400 milliards environ. Alors, c'est environ 380, mais après, quand vous remboursez ce que doit rembourser l'État, il ne vous reste plus que moins de 300 milliards. Donc, en net, les recettes, c'est environ entre 280 et 300 milliards. Vous parlez de l'État, vous ne parlez pas des collectivités locales, vous ne parlez pas des hôpitaux, vous ne parlez pas de tout ça, vous parlez que de l'État. Non. Or, en fiscal. Donc là, si demain, il fallait lancer une nouvelle allocation, un nouveau revenu pour les Français, il faudrait trouver 300 milliards. Donc ça veut dire que ça correspond à doubler les impôts, doubler la TVA, doubler votre impôt sur le revenu, pas de problème, ça ne vous pose pas de problème, doubler l'impôt sur la société, vous allez avoir des départs d'entreprise, et puis même doubler la taxe sur l'essence, qui est quand même presque 70% sur le plein de super. Bon. Donc, est-ce que vous vous rendez compte, et on est toujours dans le débat répartitionné. À aucun moment, notre ami ingénieur, ou nos amis socialistes, communistes, aucun vient sur le débat. Le vrai seul débat, c'est comment on augmente la richesse de ce pays. Et souvenez-vous, vous me rappelez la tendance Marcuse de la croissance zéro. Vous ne vous souvenez pas de cette fumisterie de première?
il y avait un type qui était plus ou moins philosophe, Marcus, qui proposait, il n'y avait plus qu'à faire non pas de croissance, tout allait s'arranger. Là, vous avez 2300 milliards de dettes. Ça veut dire que vous devez faire une croissance forte, pas une croissance de 0,5 comme vous traînez, on se traîne depuis 4 ans, contrairement aux engagements de M. Hollande, c'était 2%. Lui. Là, 0,5 en moyenne depuis 4 ans. Il vous faut 3-4% pour payer vos dettes, pour payer les retraites, les 300 milliards dont vous avez parlé. Mais est-ce que la répartition globale, est-ce que vous vous rendez compte que demain, on va mettre les gens, déjà avec les 35 heures, seul pays au monde qui a pris les 35 heures, on va rajouter maintenant de donner un revenu pour ne pas travailler, parce que quelque part, et c'est ce que dit M. Hamon, alors peut-être que vous êtes un peu, je vous sépare de M. Hamon, je suis gentil bien sûr, M. Hamon c'est bon, extrême gauche, bon, lui c'est, il va à fond, d'ailleurs les 32 heures. Merci Jean-Michel Et puis, Fugos. le revenu minimum universel, vous ne travaillez plus en entreprise, vous avez un revenu Marc de Basquiat. Alors, la réponse sur le financement. Alors, il y a des idées, d'ailleurs, chez Benoît Hamon, etc., sûr, qui ne sont pas celles que vient d'évoquer M. Bien sûr. Voilà, donc, sur le financement, déjà, ce que vous avez dit, il faut déjà commencer par corriger ce que vous avez dit. Il n'est absolument pas question de rajouter 300 milliards d'impôts complémentaires. Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Vous êtes en pleine science-fiction, là. La mesure coûte 300 milliards. Non, mais justement. Vous les trouvez où? Les 300 milliards, je les trouve dans les personnes qui vont recevoir, figurez-vous. Détaillez-nous. Alors, je vous explique. Aujourd'hui, l'impôt sur le revenu actuel, que nous payons tous, hein, ce sont 12 milliards de collecte. Ce sont 12 milliards, c'est le premier outil de redistribution en France. C'est-à-dire que dans la population française, une petite moitié va payer de l'impôt, plus ou moins, parfois beaucoup, parfois peu, et une bonne partie de la population ne paye pas du tout l'impôt sur le revenu. Quand nous mettons en place un revenu universel de 480 € par mois pour tout le monde, on met également en place un nouvel impôt qui va remplacer ce fameux impôt sur le revenu qui pose plein de problèmes. Et qui sera progressif. Qui, lui, va prendre dès le premier euro une contribution de chacun. Donc chacun, dès qu'il a un revenu, va cotiser dans cet impôt-là. La donc collecte de cet impôt-là... Le pauvre, il va payer 30% d'impôt. Absolument, il va payer 30, non pas 30%, 23%. Vous avez lu, c'est bien. Qui ne paye pas de donc il y a un Français sur deux qui ne paye pas d'impôt, qui va payer 23% d'impôt. Il va payer 23%, moins les 480 en question. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura un revenu de 0 va recevoir 480, il ne paiera rien, il paiera 23% de 0. Par contre, quelqu'un qui a un revenu de 1 000 € va payer 23% de ces 1 000, donc il va payer 230 €, moins les 480, donc au final, il va recevoir 250. C'est extrêmement simple. Et ceci est équilibré par nature. Extrêmement simple. C'est extrêmement simple. C'est-à-dire que tout le monde acquitte 23% sur tous ses revenus, et chacun va recevoir cette forme de crédit d'impôt ou de revenu universel, on peut ça comme on veut, qui fait que soit on a des hauts revenus, et au final on va quand même payer plus que l'on reçoit, si on a des revenus plus bas, on va recevoir plus que ce que l'on paye. Et ceci est équilibré. Et en solde, on n'est pas sur 300 milliards, on est sur 96 milliards dans les dernières estimations. Ça, c'est donc une mesure de financement. C'est la mesure qui est la plus robuste, hein, qui fait l'étude. Vous prenez l'impôt sur le revenu qui était déjà affecté à autre chose, vous êtes au courant, hein? Mais l'impôt sur le revenu, il est affecté à quoi? Il est affecté à des tas à financer des tas de choses. Non, le budget d'éducation nationale, 65 milliards. Comment vous allez le payer, le budget d'éducation nationale? Voilà. Si vous enlevez... Donc à côté de ça, il y a aussi plein d'autres choses. Le budget de défense, la dette, 50 milliards. Alors justement, Benoît Hamon propose la lutte contre l'évasion fiscale. Donc ça c'est, je crois, 80 milliards par an. Les niches fiscales, 90 milliards par an. Les fraudes aux cotisations sociales, je crois, 60 milliards. Enfin, donc il va puiser de l'argent là aussi ailleurs. Voilà. Il y a d'autres propositions. Comment on lutte contre les fuites fiscales là? Le mode d'emploi manque. Donc, comment on fait pour lutter contre les... Donc vous diriez que ce n'est pas clair encore sur la mise en application, en tout cas dans le discours des politiques qui proposent cette mesure. Marc de Basquiat, président de l'association pour l'instauration de revenu existence, qui existe depuis 27 ans, ça fait 27 ans que nous travaillons là-dessus, pour nous c'est extrêmement clair. Et quand j'ai apporté ici le livre de Lionel Stoléru, qui est décédé tout récemment la semaine dernière, Lionel Stoléru, c'était très clair pour lui aussi. On parle d'une forme de crédit d'impôt qui s'accompagne d'une flat tax. C'est ce que nous mettons en place, que je viens de vous l'écrire. Et ça, nous savons que ça fonctionne. Et là, si vous voulez, qu'on soit de droite ou de gauche, et les sénateurs ont très bien compris que ça fonctionne aussi. Les sénateurs, à la fin, ils disent, voilà, finalement, ce qui fonctionne, c'est un un crédit d'impôt comme Stoléru. Donc voilà. Donc, pourquoi sur 200 pays au monde, aucun pays l'a pris?
Parce que c'est une grosse révolution. Alors, Ah, justement, oui, sur c'est les une expérimentations, attention, plusieurs expérimentations ont déjà été faites et la Finlande, à partir du 1er janvier prochain, va mettre en place ce système, et la France aussi en Gironde. Donc, quand même, beaucoup sont intéressés et on suppose que ça peut marcher. Alors la Finlande, ce n'est qu'une expérimentation. Ne confondez jamais, si un jour vous travaillez dans une entreprise, ne dites jamais qu'une expérimentation comme cela, donc ça veut dire que ça y est, ça va être généralisé. On ne peut pas dire des choses comme ça. L'Alaska, en 82, ça avait été testé, on avait été abouti à un revenu de 80 € par mois. Voilà ce que avait donné l'expérience en Alaska. En 2016, ça marche toujours. Hein. Les Pays-Bas. Tous les ans, ça fait les Pays-Bas, 30 ans que ça l'État fonctionne. néerlandais vient de s'y opposer après l'expérience de 4 villes aux Pays-Bas. La Suisse vient de rejeter cette idée par un référendum à 77%. Non mais, tout à l'heure, vous disiez, quand je parlais de M. Benoît Hamon, vous avez pris tout de suite sa défense, en disant que ce n'est pas sa proposition. Je suis désolé, lui, il veut l'imposer, ça coûte quand même, je crois, lui, il est sur la base de 300 à 700 milliards. On cite des expériences, comme vous venez de le faire, que ça marche, que ça y est, il y a un État qui est décidé à le faire. Lequel ? Alors, le débat n'est pas à faire avec moi, hein. Et je n'ai pas pris oui, la mais défense là, vous avez pris la défense de M. Benoît Hamon. Que ce n'est pas du tout les propositions de M. Hamon. Vous les connaissez, j'essaie vous, M. juste Hamon de vous Moi, je les contredire connais. pour vous faire réagir, simplement. Ah bah c'est réussi. Alors bon. Donc, il y a des expérimentations. Est-ce que vous ne seriez pas favorable à une expérimentation pour voir si ça marche ? Parce que l'idée, quand même, la première idée, c'est quand même de vaincre la pauvreté. C'est-à-dire que c'est 8 millions de personnes en France. Qui ici, en France, ne veut pas lutter contre la pauvreté ? Voilà. Vous luttez contre la pauvreté en enrichissant le pays. Donc en sortant du débat répartitionniste. Hein, c'est quand vous allez voir comment on fait de la croissance demain, oui. Et là, quand vous aurez augmenté, que vous pourrez rembourser vos dettes, payer vos retraites et payer le modèle social qui est quand vous allez chez le médecin, c'est à crédit. Hein. Quand vous allez à l'hôpital, ça ne vous coûte pas trop cher, mais c'est à crédit que vous allez payer plus tard. Donc tant que vous n'avez pas augmenté la richesse pour payer tout cela, comment voulez-vous dire « Allez, je vais proposer une nouvelle allocation pourquoi ?» En plus, comme par hasard, ça arrive en période électorale. Mais je ne pense pas à vous, je ne traite pas d'électoraliste, mais j'en vois beaucoup qui arrivent avec ça, qui en parlent en période électorale. Alors, ça plaît aux gens parce que quand vous ne connaissez pas l'économie, réelle, attention, cher ami, l'économie réelle, c'est pas ce qu'on apprend à l'université. Hein. Quand on crée une entreprise, quand on voit les dépenses, les recettes, comment on crée de la richesse, comment on dirige des hommes, etc., on en sait beaucoup plus comment on produit de la richesse. Marc de Basquiat, réagissez. Ça fait 25 ans que je travaille en entreprise, d'accord, dans les grands groupes, dans les PME, j'ai fait différentes choses de ma vie professionnelle, donc je ne suis pas un universitaire, c'est un peu ça que vous un centre de profit, ce qu'on appelle un centre de profit, c'est-à-dire il faut produire de la richesse, il faut faire des bénéfices pour pouvoir les redistribuer. J'ai dirigé le marketing du plus gros logiciel développé en Europe, oui, effectivement, j'ai fait des choses assez intéressantes de ma vie professionnelle. Voilà, vous me parlez comme si j'étais un universitaire fumeux qui sort de je ne sais où. Non, mais voilà, c'est un modèle qui est très théorique, votre truc. Hein. Non, mais c'est théorique et c'est surtout basé sur beaucoup d'échanges. J'ai beaucoup de personnes qui sont dans l'économie réelle. J'étais encore en discussion de cet après-midi avec l'ancien président de la télé Carmonde. Voilà, on travaille avec beaucoup de gens, parce que justement, un sujet comme ça, c'est un sujet de rupture forte. Et donc, ça va impacter beaucoup de choses. Et donc, ce n'est pas un travail qu'on fait comme ça, dans notre coin, entre gens fumeux. Non, pas du tout. Justement, beaucoup de gens. Pour terminer sur cette note, c'est quand même une autre idée de l'organisation de la société, hein, d'avoir un revenu qui permettrait de ne pas travailler ou de ne travailler que partiellement. Un mot sur cette philosophie un peu nouvelle. Alors, quand même. La philosophie là-dessus, c'est... Bon, pour moi, je ne sais pas encore parler de ce bouquin-là, c'est le bouquin sur la liberté. Hein. Pour moi, le point important, c'est que pour que les personnes dans un pays voilà, où les gens se respectent, il faut que les personnes aient une liberté de faire des choix rationnels. Et si les gens sont contraints par le fait qu'ils doivent aller chercher à bouffer, qu'ils doivent remplir 12 formulaires, qu'ils doivent faire des déclarations, des preuves et ainsi de suite en permanence, ces gens-là ne peuvent pas vivre. Vivre au sens, voilà, faire des choix rationnels. Pourquoi ça n'a pas été pris par les 200 pays qu'il y a dans le monde, si c'est aussi simple que ça? Mais ça va venir. Je suis persuadé que ça va venir. Et vous êtes devant une explosion démographique. Tant mieux de recevoir tout le monde, mais très bien. Mais vous allez donc devoir partager en deux si vous devez faire ce nouveau système redistributif, puisque vous allez augmenter leur distribution. C'est bien ça, le répartition. Non. Vous allez avoir bien sûr un apport de population. Très bien. Mais est-ce que vous êtes prêt à diviser par deux votre niveau de vie? Mais pourquoi pas? Mais au moins qu'on le dise, qu'on ne dise pas que ça n'aura pas de conséquences. Demain, si vous répartissez le social comme ça, de façon plus ou moins, parce qu'il y a une logique quand même égalitaire, eh ben, le type qui aura un malheur, qui aura 100 000 euros, il y a des opérations quelquefois qui coûtent
coûtent 100 000, 50 000 euros, les mêmes 50 000 euros, mais il les aura plus, parce qu'on aura réparti pourquoi ils les auraient 1 plus 000 euros, Pourquoi ils 1 000 auraient euros à peu près à tout le monde, et vous verrez qu'il n'y aura même plus, le système de santé ne sera plus financé. C'est très grave Merci, de rentrer Jean-Michel dans Fourgus. cette logique. Deux mots de conclusion. Marc de Basquiat. Voilà, donc ce soir, nous avons un débat très rapide, effectivement, qui montre que sur un sujet de cette nature, qui est un sujet extrêmement compliqué, il est très facile de tomber dans la caricature. Et il me paraît important que dans un pays comme la France, on arrive à passer un peu autre chose et de regarder les choses de manière peut-être plus technique, plus précise, en écoutant vraiment ce que les uns et les autres ont à dire sur ce sujet-là. À chaque fois, repartir dans la caricature, ça ne fera pas beaucoup avancer. D'accord, merci. Jean-Michel Fourgus, votre conclusion. 2 mots. Écoutez, les 35 heures, Deux mots, hein. ça devait rapporter plein de choses. Je crois que monsieur, notre grand leader, un de nos grands leaders, Mélenchon, qui dit moi je vais créer 3,5 millions d'emplois, on est sur la même ligne. Moi j'attends, et demain c'est sérieux de diriger un pays. La France est en dépôt de bilan, vous le savez, c'est très grave. Aujourd'hui il faut augmenter la richesse et le répartitionnisme, on verra quand on aura augmenté le PIB de 2 à 3% pour sauver le système social français pour tous les gens modestes, moyens et autres, pour tous les Français. Merci Jean-Michel Fourgus. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 7-8 le débat.